n'a pas d'intention de fuir, mais il y a énormément de gens ici. C'est là tout l'intérêt. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. Trois potes qui parlent du ciné sans se prendre la tête, bienvenue dans l'épisode 20 du Trip Podcast. Et je suis aujourd'hui avec deux invités mystères. Alors là, ils ont préparé une private joke, je sais pas qui est autour de la table. Oh, c'est Pierre, non. Salut. Coucou, ça va? Ça va très bien et toi? Victor. Salut, j'ai l'impression d'être un méchant de vieux film. Bon, alors, où en étais-je? Aujourd'hui, on va parler de la filmographie un peu de Wes Craven, et notamment du Sous-sol de la peur. Mais avant ça, on vous rappelle, on vous demande de mettre des commentaires dans l'émission. Est-ce que vous aimez bien les films de Wes Craven? Lesquels? Est-ce que vous aimez bien les films d'horreur? Comme ça, Pierrot, il arrêtera peut-être de nous suggérer des films d'horreur à chaque émission. Et abonnez-vous au YouTube de Tripix, Instagram de Tripix. Moi, j'ai préparé comme d'hab ma petite question. Je m'attends au pire. En ce moment, voilà, ça critique beaucoup mes questions. Attention. Depuis les tournages d'aujourd'hui. Elle est pas beaucoup mieux. Le premier qui répond: combien au total il y a de films Scream et Freddy cumulés? Ah ouais, mais non, attends, ça va pas ça. Allez, je dirais 14. Ça va pas, ça. Alors attends, parce que du coup, moi j'en ai 7. Moi j'ai répondu 14. Hein. Il y en a 7 dans la franchise. Si on répond plus vite, il y a des points en plus. Freddy contre Jason. Ah, c'est toi qui as la main, quoi. Il y a eu un remake de Freddy, donc je dirais il y en a 9 de Freddy. Et puis ensuite, Ah bah moi je vais on a sur parlé des internet. Scream, il y en a 5. 14. Non mais attends, je l'ai dit avant. Ah, J'ai pas entendu ta réponse. Bah ouais, il m'écoute pas. Pardon. Il m'écoute si c'est pas. 14, c'est Victor qui a gagné. Allez. Ok, bah ça va. J'en ai pas la moindre idée de la réponse. Sauf qu'il a dit au pif, alors. Non, que je moi- le savais, parce que moi je le savais. Alors voilà, c'est Victor, tout. tu peux peut-être nous citer tous les films. Alors, Dans l'ordre chronologique de Freddy 1, Bravo. notamment. Freddy 2, Freddy 3. Je vais aller jusqu'au 7ème, ça va être long. Freddy 7. Ouais. Le Sous-sol de la peur, tu voulais en parler parce qu'il est intéressant pour plein de raisons. On en parle juste après cette bande-annonce. Creator of A Nightmare on Elm Street, takes you inside. Something's in there. We gotta get out of here, Leroy. All sorts of rumors about what goes on in that house. The police never took it serious. She's been feeding that thing between the walls again. Les gens sous les escaliers. Et on parle pas d'Harry Potter. Hein. Et non, le Sous-sol de la peur, alors c'est un jeune homme qui est... sa famille va se faire expulser, du coup il a besoin d'argent, donc il va suivre son... C'est son parrain? Non. Je crois que c'est son beau-frère. Son beau-frère dans un cambriolage, dans une maison que les gens n'osent pas aller dans cette maison pour des raisons qui sont justifiées au cours du film, si je peux me permettre. Tu t'y tenais à ce film? Ouais, je tenais Parle-nous-en. à vous le faire voir. Du coup, c'est un film que j'ai découvert très jeune dans ma cinéphilie. Je devais être au collège, il me semble, si c'est pas en école primaire. Je crois que j'étais en... Attends. Wow. Non, collège, pardon, collège. Au collège, j'ai vu ça, donc en VHS. Ça n'a pas tout de suite été le coup de foudre, mais j'avais passé un très très bon moment. Et en fait, c'est par la suite, là, ces 10 dernières années, je l'ai peut-être revu 6 fois, un truc comme ça. Et en fait, je kiffe à chaque fois de plus en plus ce film à chaque visionnage. Et alors, c'est un film qui, dans la filmographie de Wes Craven, les gens ont tendance à l'oublier. Hein, on a tendance à retenir des films comme Freddy ou la saga Scream. Le 14. Et celui-ci, vraiment, je le mets dans le top 3 de mes films de Wes Craven, quoi. Mais très clairement, parce qu'il y a vraiment... C'est un ride à sensation pendant tout le long. Et je ne m'ennuie jamais. Enfin, voilà. Dans le genre, je trouve que c'est vraiment une expérience super agréable, super cool, teintée d'humour noir, bien comme il faut. Voilà, j'en dirai un peu plus tout à l'heure. Mais voilà pour moi, pour la reco. Victor. Bah moi je l'ai découvert pour la première fois avant-hier. C'est un film que j'avais entendu parler. Le réal est très connu. J'ai pas vu beaucoup de films de Wes Craven. J'ai vu les classiques, c'est-à-dire Scream 1 et Freddy 1. Donc les 12 autres, je les ai pas vus. Mais ouais, il me manque pas mal de choses chez Wes Craven. Et du coup, j'étais ravi de découvrir celui-ci. Même si il y a des hicks pour moi, mais c'est... On en parlera, de toute façon. On en parlera au fur et à mesure qu'on parle du film. Pareil, je l'ai découvert hier soir, pour être tout à fait honnête. Et
Mon avis est mitigé sur le film parce que moi, bon, ça commence à être un peu. Voilà. On se moque de moi, c'est récurrent. J'ai eu peur. Mais en vrai, il y a des trucs bien marrants et il y a des symboliques cool. Mais je pense que t'en as sous le chapeau. Ouais, j'en ai un petit si peu. vous m'autorisez l'expression. Vas-y, lance-toi dans cette œuvre. Alors, du coup, ça commence comme un film, on va dire un home invasion, plutôt un cambriolage. Cambriolage, donc tu sais pas trop à quoi t'attendre. Et au fur et à mesure, tu te rends compte que la baraque qu'ils vont essayer d'assiéger, ces gens-là qui ont besoin d'argent, ils vont en fait tomber dans une baraque, mais qui a un labyrinthe, en fait, tenu par un couple d'hystériques qui sont frères et sœurs, et interprétés par Everett McGill et Wendy Robbie. En fait, c'est 2 acteurs qu'on trouve dans la série Twin Peaks. Mais quand ils ont été castés, Wes Craven, il n'avait pas encore vu la série à l'époque. Donc c'est marrant qu'il les ait pris tous les deux pour faire le rôle. Et ils sont assez complémentaires tous les deux en maniaque, psychopathe, dégénéré, enfin tout ce que vous voulez. Everett McGill, déjà j'adore cet acteur. C'est un acteur que j'ai découvert très petit dans un film qui s'appelle Peur bleue. Alors pas le Peur bleu de Rennie Harlin avec les requins, Peur bleue avec des loups-garous. Donc c'est l'adaptation d'un roman de Stephen King où il incarne un pasteur, et vraiment une fois que tu vois sa tête, tu l'oublies plus. Ah, il a un visage lui. Ouais, il a bien été casté pour le rôle. Et on retrouve aussi cet acteur dans un film que j'affectionne particulièrement de et avec Clint Eastwood qui s'appelle Le Maître de guerre. Voilà, un film à punchline, si vous le voyez en version française. Du côté de la mère, qui est incarnée par Wendy Robbie, alors j'ai pas trop d'infos sur sa carrière après, mais c'est quand même quelqu'un qui m'a aussi marqué dans ce rôle-là. Elle interprète vraiment ce personnage de taré, mais jusqu'au bout des ongles. Elle quoi, m'a c'est incroyable. horrifié. Elle m'a horrifié. fou, hein. Ah, franchement, elle m'a. Apparemment, la première scène tournée du film, c'est la scène de la baignoire. Donc, en fait, où on a ce personnage de Alice qui se fait ébouillanter dans la baignoire. Attends. Et ça donnait un peu le ton de tout ce qui allait suivre derrière en termes d'acting. Quel enfer. Ouais, c'est une terreur nocturne, cette bonne femme. Mais au-delà de ça, des notes d'humour par-ci par-là. Enfin, il y en a un petit peu partout dans le film. Et c'est ça justement qui fait retomber un peu la pression au travers du visionnage, parce que si tu devais voir le film, si Wes Craven avait eu l'idée de faire un film d'horreur juste pour de l'horreur, ça aurait donné un truc hyper malsain. Hyper anxiogène, ça aurait été assez difficile à regarder, je pense, s'il avait pris son sujet vraiment hyper au sérieux. Ce qui n'est pas le cas quand tu t'en rends compte au bout de, je sais pas moi, la première scène qui me fait dire que je vais avoir à faire un film qui va lorgner du côté de la comédie, c'est quand le chien se prend un coup de poing dans la gueule. Je sais pas si tu l'as en tête, celui-là, à un moment donné. Si, quand le fou il lui donne un coup de poing alors qu'il ferme la porte, c'est ça? Ouais, Ça je m'a vois fait bien. bien marrer. C'est le truc inattendu, quoi, tu sais. Je me suis dit, pauvre chien. Et peut-être même encore avant ça, encore toujours avec le chien, c'est quand on découvre que la porte d'entrée, en fait, elle est électrifiée. Et à un moment donné, le chien vient les attaquer. Donc, tu as Vingrams qui se fait bouffer le bras. Et tu as le petit qui tire Vingrams qui est en train de se faire bouffer le bras par le chien. Et là, le petit touche la poignée de la porte et le courant circule à travers les trois personnes. Et le chien, il est sur le côté. Mention spéciale au dresseur de chien. Qui a fait un toujours des chiens incroyable. qui jouent bien dans le Tripodcast. Hein. Franchement, c'est super. Un sacré chien. Enfin voilà, c'est un film où plus je le vois et plus j'apprécie ce qui a été fait en termes de déco. Alors ouais, le design de la maison, une espèce de manoir qui renferme vraiment les pires des ordures, des ordures. Enfin voilà, ça peut faire penser forcément à tout ce que l'Amérique a pu. Je veux dire, dans certaines baraques, tu rentres et tu t'attendais pas à voir. Tu sais, de l'extérieur, ça paraît super joli. Et puis, en fait, tu rentres à l'intérieur et tu vois un peu comment vivent les gens. Et... surtout que ça doit être, j'imagine, tiré de faits divers où on a il y a un retrouvé fait dans divers, des c'est maisons de résidence, un peu de quartier résidentiel, C'est ça. des atrocités dans des belles maisons qui, quand tu les regardes au premier abord, tu te dis pas, il y a des gens qui vivent dans les murs ou dans les sous-sols de cette maison, quoi. Exact. C'est un fait divers où il y a des enfants qui ont été enfermés 2 ans dans une cave. Ouais. Il me semble que c'est ça, ouais. L'enfer. Ouais, pas terrible.
Il y a plein de, tu dis, il y a plein de symboliques dans le film. On peut revenir un peu de manière Ouais. chronologique dans le truc. Déjà, ça commence avec du tarot. Alors, ça commence avec du tarot, ouais. On a ce personnage qui se fait un peu prédire son avenir, quelque part, où on apprend qu'il est censé être le héros de sa propre vie, si j'ai bien saisi les nuances. De la carte De la carte du tarot, ouais. Mhm, ouais. mhm. Après, on n'est pas. Enfin, comment Wes Craven, c'est quelqu'un qui vient du milieu philosophique et littéraire, donc le fait qu'il ait intégré ça au début du film, c'est pas par hasard, quoi. On parlait des films justement qui annonçaient ça. Enfin, dans certains films, il y a toujours le héros qui, au tout début du film, va être confronté aux cartes. Ça me fait penser à un film qui s'appelle Edmond de Stuart Gordon, un de ses derniers films, que je vous invite à voir aussi, qui est vraiment excellent. Il dure 1h10, c'est trop bien. Qui commence également aussi avec une scène comme ça, où au bout de 2 minutes, tu sais déjà à peu près tout le film. Enfin, par rapport aux cartes qui sont tirées, tu as déjà une idée de l'intrigue et de comment ça va se finir. Enfin voilà. Donc ensuite, après cette scène de cartes, on est tout de suite plongé dans l'univers du ghetto et avec la musique qui va bien derrière. On sent déjà que Wes Craven a envie de nous parler d'un thème hyper qui devait être hyper Pas dans le réel. important à l'époque, ouais. Surtout que ça arrivait après le massacre le massacre Rodney King, quand il s'était fait. Je vous rappelle un peu l'histoire. Ah ouais, je veux bien parce que je l'ai pas. Alors en fait, Rodney King, ça défrayait la chronique quand c'est sorti, c'est au début des années 90, où vous avez un automobiliste noir en fait qui était un petit peu en état d'ébriété et puis qui a commencé, enfin il s'est fait arrêter par la police et en fait la police elle l'a juste massacré à coups de bâton alors qu'il était juste par terre le mec quoi. Cette scène a été filmée. D'accord. C'est allé jusqu'au tribunal et ça a fait un énorme boucan quoi. Ça plus l'affaire de O.J. Simpson en fait Ok. c'est les deux affaires majeures aux États-Unis dans les années 90. Donc le film en fait il a été tourné à la même période en fait. D'accord. Donc quand tu sais ça, tu peux On pas. le remet dans le contexte. Tu le remets quoi, dans le contexte. bien Voilà. sûr. Donc on a cette pauvreté au début dans les ghettos où on a toute une communauté qui vit dans la misère. C'est Misère complète. incroyable, quoi, la hein, misère Les complète. chiens Je qui aboient crois dans le couloir, il faut C'est pas ça, ouais. les regarder. Et sinon les ils gens te vivent aussi mangent. bien dans les appartements que dans les escaliers. Enfin, il y a une ambiance déjà un peu Lugubre. lugubre, ouais, autour Ouais, c'est quelque Ouais, puis il y chose. a sa sœur qui se prostitue. C'est sa mère hein, pour moi. hein. La mère, elle est malade. C'est sa mère. Et Après, il y a la sœur, je sais plus. Je pense pas que la sœur se prostitue. Moi, pour moi, Bah, c'était la le mec, mère il lui qui était dit, malade. Il lui dit ta mère elle est malade, toi t'es dans la rue, Ouais, et machin. c'est ça. et, C'est surtout et pour la t'as mère pas hein, quoi. qui va faire ce En tout cas, tout le monde a des problèmes dans cette famille. En gros, c'est ouais. clair. Ouais. Ouais, ils sont pas au max quoi. Donc ils partent tous, ils partent tous, pas la mère en tout cas. Ving Rhames, donc l'acteur Ving Rhames que vous avez vu dans, Pas mal de choses. Hein. mais notamment dans une saga avec Tom Cruise, Pas mal de choses dans Mission Impossible. dans Mission Impossible, C'est son compère, ouais. et dans un film de Quentin Tarantino. Oui. Ça se passe dans Pulp une cave. Fiction. Exactement, Marcellus Wallace, merci beaucoup. Ah. Il y a des connexions et tout. hein. Donc on a ce personnage, ils partent tous les trois en van. Parce qu'ils arrivent à retrouver, ils se disent on est dans la merde, il faut qu'on retrouve les propriétaires. Ah oui, parce donc que Rick ça Grimes peut- a un compère aussi à lui qui vient. pote. Ah oui, d'accord. Ouais. ça. Donc il dit ça peut plus durer, j'ai l'adresse des propriétaires de l'immeuble et il y a une légende qui dit qu'en fait ils ont de l'or chez eux, Caché dans leur cave. caché, donc on va tenter de les braquer quoi. Et donc quand ils arrivent, ils essayent deux moyens. D'abord ils envoient le petit qui est Déguisé en scout, ouais. Ah, je vois des chocolats. Et là, on voit déjà un peu le caractère de la daronne qui se cache derrière la porte. Méfiante ça, et tout. Ouais, hyper méfiante. Ensuite, donc ça marche pas. Et il y a le personnage de. Pas Ving Rhames, mais l'autre, le comparse, qui vient arriver En électricien, ouais. électricien, ouais. Et là, rebelote, hyper méfiante. J'aime bien parce qu'à chaque fois, elle a toujours le réflexe d'ouvrir la petite lucarne avant Ouais. d'ouvrir la porte. Ouais. Et quand elle referme la porte, elle réouvre la petite lucarne, tu sais. Ouais, j'aime bien parce qu'à un moment, Hyper méfiant, elle mais le ça- laisse passer dans le film. Ouais, c'est ça. Et elle vérifie une Et elle dernière vérifie. fois derrière. Ouais, Ouais, je trouvais ça attends, il n'y a trop pas bien. un truc. On Ça, voit, j'avoue, aussi j'aime bien aussi. on voit aussi que tout est cadenassé dans la baraque. Ouais, ça c'est pas mal aussi. Ça donne Donc, tout de suite, le Pendant, ton. pendant ce temps que l'électricien rentre dans la maison, les deux autres sont dans le van. Et en fait, au bout d'un moment, ils se disent c'est louche. Regarde, ils sont en train de partir, les proprios en bagnole. Où est-ce qu'il est passé, notre pote? Et donc là, c'est à partir de là, pour moi, le film commence. C'est quand ils commencent tous les deux à vouloir
trouver leurs potes dans la baraque, et donc ils vont commencer à ouvrir des portes. Forcer des portes et tomber sur des chiens. Hein, sur des surprises. Un chien. Un chien, pardon. Oh non, j'ai dit des chiens, sont mais un chien. terrifiants. Hein. Ouais. Dans ce film, moi j'aime pas les chiens. Enfin, C'est vrai? bah, le chien, ça fait toujours très peur. J'avais des amis de ma famille, ils avaient un chien. Chaque fois qu'on venait chez eux, ils l'enfermaient quelque part et tu sais, il aboie toute la journée. Du coup, ça me fait peur, les chiens. Ça mord, ça monte les dents. C'est facilement de l'horreur pour moi, je veux dire, le chien. Ok. Du coup, ouais, il m'a fait un peu flipper, ce petit chien. Bah, il fait peur. Hein. Ouais, Lui, oui, ouais. en particulier, ouais. Et en plus, quand tu vois les maîtres qui le gardent, t'es pas bien quand même. T'as pas envie de te retrouver. Bah même Rick Grimes. Ving Rhames. Ving Rhames, je vais réussir. Il a eu très peur de ce chien et je le comprends. Hein. C'est malgré Ouais. son gabarit. Hein. Bon, après, la plupart des plans où il se fait bouffer le bras, c'est un cascadeur, on le voit, mais quand tu le sais et que tu vois comment Wes Craven s'est démerdé pour, au niveau de la chorégraphie, cacher le fait que ce soit une doublure, ça passe, quoi. Il a vraiment- Oui, bien sûr. ça fait Oui, vraiment non, le ça taf. marche bien. Bon, on peut continuer. Du coup, à partir du moment où il rentre dans la maison, pour moi, c'est là où je m'amuse le plus. C'est vraiment la baraque en elle-même qui, pour moi, est un personnage principal. Sans parler des gens qu'on va découvrir à l'intérieur de la maison, quoi. Mais j'adore, moi, la manière dont la maison est conceptualisée. Elle a un système d'alarme électronique où tu peux commander l'ouverture et la fermeture des portes. Ouais, ça c'est bien fait ça. Tu peux même parler au... Enfin, il y a un micro qui peut donner des indications, genre si les flics arrivent et que l'autre il est en train de chasser au fusil pour qu'il s'arrête, elle peut le prévenir tranquille. On a les escaliers qui mènent à la cave. Ces escaliers, moi, ils m'ont rendu dingue quand j'étais petit. J'adorais le concept des escaliers qui se transforment en fait en pente. rampe. En Ouais, rampe. Et ça, c'est trop fort. C'est pas mal ça. Dans le montage, ça arrive vraiment au bon moment et ça relance à chaque fois les scènes de poursuite dans le film. Et je trouve que cette rampe-là, elle est toujours bien utilisée. Elle arrive au bon moment à chaque fois. Il y a quoi ensuite? Après, on a le salon, on a la cheminée, on a tout l'étage ensuite. Ouais. On a l'étage donc avec la chambre des parents. Ouais. On a la chambre d'Alice aussi. Ouais. Qui Donc de la vraiment est petite, de la petite, mais une alors petite fille qui vit donc là. donc on découvre qu'il y a une petite fille qui vit là, mais on s'aperçoit très vite qu'en fait c'est pas du tout la fille de ce couple, qu'elle est prise. Ah, ça tu te l'aperçois vite pour toi. Ouais, un petit peu quand même parce que Ok. tu sens qu'il y a un. Moi j'étais hic, persuadé que c'était une famille. Ouais, pareil. D'accord, ok. Au départ, hein, bien sûr. Ouais. Bien sûr, au départ. Ok, d'accord, au départ. D'accord, au départ. Ouais, au ok. départ. Au départ. Non mais ce qui est marrant, je soulève un truc, c'est que tu sais il y a ce compteur électrique, donc il Oui. y a toute cette interface créée par le couple pour sécuriser leur maison et du coup il y a plein de petits trucs cachés, t'ouvres une porte et ils ont un mécanisme et que c'est marrant et je rebondis sur la suite de ce qui va se passer dans le film, c'est que en fait il y a d'autres mécanismes aussi qui sont prévus dans la maison mais qui sont pas du fait du couple et qui sont de fait d'autres personnes. D'ailleurs, d'autres personnes qu'on annonce assez tôt dans le film par des comme ça dans la bande son et moi j'étais ah ouais ok ça vient de là. Ce genre de bruit bizarre qui est dans les combles où tu te dis il y a une créature chez moi dans les murs, mais en fait ça vient du sous-sol de la peur. Et ça, c'était cool de découvrir ça. Et du coup, le couple rentre chez eux, il me semble. C'est ça. Et là, il défonce la porte, le père, pour faire re-rentrer le chien, ce qui donne à la scène dont j'expliquais tout à l'heure avec la porte. La porte électrifiée, ouais. Ouais, c'est ça. Ensuite, ils vont se cacher à l'étage. Ouais. Et du coup, je crois que c'est à partir de là où... Ah non, pas tout de suite. Mais en fait, t'as Ving Rhames qui va se faire buter très vite. Très très vite au flingue. Avec un petit viseur rouge là. Ouais. Nickel, ça m'a fait penser à Terminator. Terminator. Ouais. Et de là... Predator. C'est le moment où. Ah non, Terminator. Le Enfin, viseur. Ouais, le viseur dans la boîte de nuit, dans le tech noir là. Ah bah non, viseur rouge. le Triskel, enfin les 3 verres laser du Predator. Ouais, mais là il y a 3 lasers, mais moi je te parle d'un flingue. Ok, ça, ok, d'accord. laser. Mais après, le thème du laser et du flingue, Ça va. je te l'accorde aussi, ça marche. Là où j'ai encore oublié le nom du mec dont vous parlez depuis tout à l'heure. Ving Rhames. Ving Rhames. Il appelle le petit en disant ouais, fool et tout, Théo machin. Et le père, il croit que c'est lui qui l'appelle fool. Et du coup, il se doute pas qu'il y a quelqu'un d'autre avec lui. Ah oui. Il dit t'as vu, il m'a appelé fool et tout. Oui, alors oui, c'est oui. lui le fou et tout. Et du coup, le petit, il se retrouve dans la maison et puis personne ne sait qu'il est là.
Et là, je trouve que ça relance aussi le. C'est ça. Là, on se dit bon bah ok, on va suivre le petit en fait. Voilà, C'est ça. comme nous avait prédit les cartes en fait au début. Donc il est incarné par Brandon Adams. Il faut savoir que lui, ça a été un danseur pour Michael Jackson en fait. D'accord. Et du coup, c'est pas étonnant quand tu le vois dans le film parce que bah il faut faire preuve de pas mal de. Enfin, il doit courir vite. Il doit passer à travers des trous de souris. Ouais, il y a toute une chorégraphie de gestes et de. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est vrai. Ok. Il y a des bonnes répliques en vrai. Il joue bien. Moi, ce gamin. Il joue, ça va quand même. Ça reste un enfant, les gars. hein. Non, je trouve que ça va. Tu sais, à la fin, J'aime quand bien. il pointe En fait, il fait comme ferait un adulte. En fait, c'est ça qui est marrant dans le film, c'est que à mon avis, Wes Craven, il a dû lui donner comme directive de jouer comme le ferait un adulte. Oui, quelqu'un qui a pas eu son enfance finalement. Et... Enfin, il a 2-3 punchlines, Ouais. notamment à la fin du film où on Ouais, lui quand dit il parle de la que- dynamite là. Ouais, à la fin. Ouais, c'est ça. Il y a. Mais en mode. Il dit, ouais, je Enfin, suis aussi vite que je me frotte le cul. C'est quoi, ouais, ce truc, c'est genre, trop fort quoi. Tu vois ouais, qu'à ouais. la fin on lui dit alors comment tu te sens. L'autre il dit ouais, je me sens comme un mec qui vaut $1 million. Ouais. C'est une réplique que tu pourras entendre dans je sais pas moi dans n'importe quel autre film western ou tu vois mais Ouais, ouais, mais bah, un truc c'est- un adulte C'est la pourrait dire, tu punchline, vois. quoi. Il a Voilà, l'art de la punchline. c'est ça. Et du coup, lui, il se retrouve tout à coup tout seul contre ce couple qui vient de rentrer et qui enferme, qui cadenasse toutes les portes et toutes les issues de la maison. Et du coup, lui, il se retrouve à devoir se cacher, il me semble, C'est ça. dans les Dans les murs, faux murs. dans les faux murs de la maison. Dans les enfin, faux murs entre de la maison. Même entre les murs quoi carrément de la baraque. Et il il va va- se lier d'amitié, du coup, à ce moment-là, avec la petite C'est ça. du Alice. couple, La Alice. petite Alice ouais. Et Qui est. Qui est Alice au pays des merveilles, Oui. comme tu m'as dit. Ouais, tout à ouais, l'heure, Ouais, ça m'a fait. ah, bah penser. oui, je suis con. C'est le conte Alice au Ah, pays bah des oui, je suis merveilles quoi. con. Bah ouais, putain. Et je le suis lapin, bête. c'est le cafard. Et le lapin, c'est le cafard. Donc le cafard, c'est le troisième personnage qu'on C'est ça. rencontre qui lui vit carrément dans les murs. En fait, faut savoir que dans le film, il y a tout un groupe de personnes qui vivent dans le sous-sol. Ils sont maintenus en captivité, quoi. Enfin, ils ont pas vu la lumière du jour depuis des décennies. Et ils sont au moins une quinzaine là-dedans. Sauf le personnage du cafard qui, lui, a réussi à s'extirper de la cave, mais il n'arrive pas à se barrer de la maison, mais il vit à travers les murs, quoi. Alors lui, il me semble que son histoire est différente des ceux qui... Parce que du coup, on apprend qu'il y en a qui traînent dans la cave, et il y en a un qui traîne dans les murs de la maison. À moins que lui, ça a été un... Lui, il me semble que ça a l'enfant- été... l'ancien... C'est ça. Alors ça, hein. pour moi, Ouais. lui, parce C'est ça. qu'elle le dit, parce qu'elle elle mime Alice, elle dit bon bah voilà, parce que le fou il demande des explications à cette fille et cette fille elle dit bah non moi je suis jamais sortie de cette maison de toute ma vie, je sais même pas ce que c'est l'extérieur, ça doit pas être être très safe à l'extérieur donc je préfère rester ici. Elle est complètement dingo quoi et elle explique qu'il y a un gars qui traîne qui s'appelle Cafard ou Roach en anglais. Et elle dit que lui, par contre, c'était un ancien fils, mais il n'a pas été validé. Parce que soit il parlait trop, soit il écoutait trop, ou soit il regardait trop, je sais plus. Bah, ils ont coupé la langue parce qu'il Non. parlait trop, je crois. Parlait trop, à mon avis. Il a médit. Il médisait trop, ouais. Ouais. Et du coup, ça. D'ailleurs, cet effet est particulièrement bien fait. Quand il monte la langue, là Quand il monte la parce langue qu'après, du coupée, coup, on le voit, le Ouais. cafard, et il monte sa langue. Et j'avoue que il a un air un peu. Moi, ça fonctionne pas, ça fonctionne plus cet air-là. Tu sais, cet acteur qui sourit bêtement Ouais, et tout. je comprends. Ça fonctionne pas sur moi, pas du tout. Genre, ah, regarde, je suis fou, je souris, je suis fou. Et après, j'avoue que quand il monte sa langue qui est coupée, là, ça fonctionne. Je suis à fond dedans, c'est cool. Mais sinon, il a un peu un air un peu. Ouais, on dirait un beignet un peu. Mais... Et donc, c'est lui qui est à l'origine de quelques pièges installés dans la baraque. Ah ouais, lui, il est fort. Lui, c'est un. Notamment, du coup, il va le chien, toujours ce chien, hein, qui va les suivre à travers les murs. Ouais. À un moment donné, il a fait tout un piège où le chien, en fait, se retrouve dans une trappe C'est ça, sur ouais, une en trappe. fait, La trappe s'ouvre c'est et ça. chut, il est toboggan. Il redescend. D'ailleurs, il y piscine. a le même bruit 3 fois. Alors ça, c'est abusé au niveau du sound design. Ah ouais. Mais le bruit, t'as un bruit de freinage qui Ok. est censé là pour donner de la dynamique à la séquence, mais c'est exactement le même 3 fois d'affilée, quoi. Mais la scène est cool. Là, je me dis, ok, on est dans un cartoon un petit peu, tu vois. Ah, on est carrément dans un cartoon. Ce qui, des fois, m'enlève du coup du film. Ce qui Ouais. est con, hein, c'est que je vois bien. Ah, moi, c'est justement ça qui me fait rire. Ça me fait redescendre, ça me fait voir les deux propriétaires là,
comme des débiles en fait, tu vois. Ouais, mais en fait, comme Ou- ils ou font en trop. fait, Ouais, bien sûr. Genre tu te dis, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans leur propre mur, mais c'est de leur faute à eux, tu vois. C'est genre à force de mettre en captivité des gens, faut pas t'étonner que dans ta maison à un moment donné il y ait des trucs dont tu n'aies pas le contrôle, quoi, tu vois. Et c'est marrant parce que le mec à un moment donné, bah il veut, comment le mari là, Everett McGill, qui veut les poursuivre quand Cafard referme la porte. Ouais. Une espèce de porte, enfin comment, C'est une sorte de salle de bain là, tu sais. Ouais, enfin, de meubles de salle de bain, meuble d'étagère de salle de bain qui est étagère collé de au salle de bain, mur. Merci, collé au mur. Et en fait, il ouvre la porte de salle de bain et puis il voit qu'il y a un mur. Il comprend pas, tu sais, parce que juste avant, on voit l'autre ouvrir et puis tu vois les entrailles de la maison. C'était un effet qui marchait bien. Ça. Et du coup, même lui, il est perdu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il défonce tout à coups de fusil. Ça me fait trop rire. Il faut parler du costume de ce brave Ouais, homme. le costume, Bah oui, ouais, parce que costume c'est à ce de- moment-là qu'on le c'est découvre méchant. à aussi. ce moment-là, ouais. on le découvre en tenue SM, quoi, avec un shotgun. Et moi, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, peut-être la chose que toi, tu as dû te dire aussi, c'est mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, quoi. Mais en même temps, ça m'a plu, en fait. Je me suis dit, encore un truc nouveau. Encore Ouais. un truc qui va me perturber, ça va être génial. tu vois. Ouais, bien sûr. Enfin, Bah, une Parce si que lui, bonne il pense que idée. c'est un truc badass en mode je suis méchant, du coup je me mets en armée de gladiateur en cuir. ouais, un non, mais peu, c'est trop bien. Mais en fait, c'est tous les clichés qu'il peut y avoir dans enfin, je vais pas dire la bourgeoisie américaine, tu vois, mais c'est Wes Craven, il a poussé jusqu'au bout le fait que entre quatre murs, t'es chez toi, tu peux t'adonner à tous les sévices, quoi, tu vois. Tu peux te déguiser en SM si tu veux. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'à un moment donné, on a ce personnage de Fool là qui va réussir à se tirer de la baraque à la moitié du film, même un peu plus. Ouais. Et du coup, le père essaie de le poursuivre dans le jardin, il tire 2-3 coups de shotgun, mais trop bruyant, quoi. Donc du coup, la daronne, elle le rappelle alors, elle lui dit non, on tire pas dehors, on a dit on tire pas dehors, tu vois. Et donc elle lui dit reviens dans la maison et mets ta combinaison, tu sais. Et ça m'a fait trop rire. Bah, ils sont chelous, hein, parce qu'il y a plusieurs fois, ils s'appellent Daddy, Mommy. Ouais. C'est ça. On sait pas. Il y a le thème de l'inceste un petit peu. On apprend à la moitié du film, en fait, c'est pas deux gens qui s'aiment, c'est deux frères et sœurs. Ouais. Et Mais du bon, coup, ça rajoute un peu d'horreur par-dessus cette histoire. C'est que, en fait, non, ils sont frères et sœurs. enfin, il y a de la consanguinité. Ah là, bah ouais, c'est non, mais obligé. complètement. Et je parlais d'inceste, mais il y a ce personnage à un moment d'Alice qui est enchaîné contre la cheminée, là, Ouais. où t'as l'autre qui arrive dans sa tenue Ouais, il se SM, touche. et qu'est-ce qu'il fait? Il se touche les parties génitales juste avant que la mère le rappelle, lui dit qu'est-ce que tu fais là, reviens. Ouais, là, reviens tu sais, ça tout de dure- suite dans le ça lit, dure là. une et- demi-seconde. Ouais, bien Et sûr. tu Ouais. te dis waouh, putain, ils ont Ouais, osé faire ça, tu vois. Et c'est méga violent et des fois, du coup, le cartoon, ça dénote. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'aime bien aussi Moi, en fait, l'entre-deux. je le prends comme c'est de l'humour. Parce qu'en fait, le truc qui vient, je vais pas dire dédramatiser, mais annuler ce que tu viens de voir avec cette scène de partie génitale, là, c'est qu'il se fait attraper comme un petit enfant derrière par la daronne, tu sais. Ouais. Et ce personnage, en fait, c'est toujours un peu le chien de la mère. D'ailleurs, à un moment donné, Fool, quand il assomme le mec, je sais plus, il lui met d'abord un coup de poing dans les couilles, et ensuite il l'assomme avec la lampe, et à un moment, et il lui dit stay, tu vois, il dit genre assis, couché, tu vois. Ouais. Enfin voilà, c'est trop bien, quoi. Il le remet à sa place. Le père, finalement, tu le vois comme le chien de. c'est l'ogre, Oui, voilà, c'est l'ogre, dans la- tout simplement, ouais. Dans la comparaison, c'est l'ogre et elle, c'est plutôt la sorcière qui réfléchit un peu plus que lui. Quoi. C'est ça. Donc on a toute cette première partie dans la maison que moi je ne vois jamais passer. Je me dis, ça fait déjà 1 heure de film. Waouh, trop bien, quoi. Enfin, je m'ennuie pas. Et en plus, il te le fait revenir dans la deuxième partie pour la scène de sauvetage. Bah en fait c'est ça, c'est Sauver qu'il Alice. s'en va, il arrive à s'échapper, mais le seul truc c'est qu'en fait il a laissé tout le monde derrière, c'est-à-dire Bon, il a juste laissé Alice, quoi. bah Leroy est mort derrière lui, Ouais. le pote de Leroy. Il les a pas abandonnés. Non bien sûr, mais en fait c'est ça aussi que je trouve un peu bizarre dans le film, c'est qu'à un moment le film se dit ah en fait le film n'est pas terminé. J'ai oublié de terminer mon film. Tu sais quoi? On va faire revenir le gamin. En fait il va retourner chez lui. Il y a le flic qui va lui expliquer que cette maison, il faut pas y aller parce que c'est les propriétaires de tout le quartier, de tout l'immeuble. Et en fait, c'était des gens qui étaient dans des pompes funèbres de base. Et que en fait, c'est à cause de la mort des gens et de la précarité des gens qu'ils ont pu s'enrichir. Et que maintenant, ils détiennent le ghetto, la maison de Fool. D'ailleurs, ils y allaient là-bas parce que c'était leur propriétaire. Et que apparemment, ce seraient des méchants propriétaires qui amassent un gros magot. Alors qu'il y a le ghetto avec une précarité sans nom, comme on l'a dit au début de l'émission. Et du coup, on y retourne. Tout le monde sait qu'il va y retourner, en plus, c'est ça qui est fou.
C'est qu'il dit non, tu n'y retournes pas. Non, j'y retournerai Donc en pas. fait, il y a, enfin, juste avant d'y retourner, il envoie les flics d'abord Ouais, pour il va signaler un cas il va d'abord en ville d'enlèvement. appeler, Et par c'est cabine trop marrant parce que téléphonique, du coup, quand les flics vont là-bas, bah, la maison, elle est, enfin, tout a disparu, il y a ouais. J'aime aucune bien cette trace. séquence. Et j'adore parce que le père, finalement, il se déguise avec, enfin, il a une petite casquette, il a une petite tenue. Moi, il me fait trop rire, quoi. Ah oui, il se cache. Et en il fait, cache tout. sous la casquette, il a une énorme bosse avec du sang, tu sais. Ouais, ouais, Et ouais. puis, en fait, pour vraiment faire comme si de rien n'était, tu sais, il s'allume une pipe et il parle aux flics. Enfin, moi, ça me fait trop rire, quoi. Et la mère qui sert le café et tout. Ouais, c'est ce qui se passe dans la vie réelle, quoi. Trop bien. Et finalement, on découvre que le personnage de Fool, donc une fois que les flics disparaissent, le personnage du Fool, il était enfermé dans un des placards de la cuisine, il s'était caché en attendant que tout le monde se casse et que les parents aillent se coucher. Les parents vont se coucher, il monte les escaliers et en fait, il entend on est du point de vue du Fool qui entend une prière. Et en fait, quand il arrive dans la chambre, on découvre qu'en fait, ils avaient mis un magnétophone. Bah d'ailleurs, c'est marrant parce que enfin, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, parce que dans les dialogues, beaucoup de choses sont dites. Ouais. Dans cette prière et tout Ouais. ça, on comprend qu'il y avait une troisième personne, qu'ils étaient un couple et qu'il y avait leur mère aussi qui était là, si j'ai bien compris. T'entends 3 voix, toi, dans Bah l'enregistrement? en fait, pour moi, ils parlent à 2 personnes, ils disent ouais, ne t'inquiète pas maman, ouais, ne t'inquiète Ok. pas maman, Ah et oui, tout oui. ça. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression c'est un peu le passé, ce qui s'est passé avant qu'il se couple, qui est que seulement la maison, puisqu'on apprend aussi que c'est des générations et des générations qui ont suivi, et qu'en fait, ces 2 propriétaires ont à chaque fois trouvé un héritier qu'ils ont volé en fait finalement à quelqu'un, un enfant, ils ont volé un enfant et ils en ont fait leur héritier. Et du coup, bah, t'apprends qu'avant eux, il y avait une autre personne par le biais de ce message sonore, mais c'est tout, et il n'y a que ça dans le film qui te le dit, quoi. Ce qui est cool, c'est la prière avant de s'endormir, quoi. Comme dans toute bonne famille catholique américaine qui se respecte. Bien sûr. Tu sais, la fameuse prière. Enfin, c'est trop bien qu'il ait donné cette prière, enfin, qui leur fait dire ça, en fait. Mmh. Qui en plus n'est qu'un leurre, qui sert justement prétexte pour pouvoir mieux attraper Fool, mais ça va encore Il s'est fait dégénérer. avoir. D'ailleurs, le jumpscare marche super bien. Le à ce jumpscare moment-là. est cool, ouais, c'est vrai. Le jumpscare marche super bien parce qu'on se fait avoir. Moi, je me suis fait avoir. Je m'attendais pas. La suite de plans te fait pas dire qu'il va en avoir un. Mhm. Et en fait, tu te fais avoir et il est pas dérangeant. Mm. Il est pas dérangeant, le jumpscare. Il y en a pas beaucoup dans le film en plus. Non, il n'y en a pas beaucoup. Moi, c'est quand tu vois le cafard pour la première fois, quand il saute sur le Fool dans la cave, là. Ouais. La musique, là, pour moi, j'ai flippé à ce moment-là. Je trouvais ça. Même encore maintenant, je me fais avoir. Oui. Toi aussi, visiblement. J'aime pas les jumpscares. Du coup, s'ensuit, bah, il va retrouver Alice, il va la libérer, et puis là, il va y avoir une scène sur le toit, et c'est là où moi je tique un peu en termes de taille de baraque, parce qu'à un moment donné, tu as un plan qui t'est donné, tu le vois de l'extérieur, tu les vois marcher sur la gouttière, le toit, enfin voilà, pour accéder À la cheminée. Et en fait, derrière, tu vois des immeubles. Et là, je me dis, waouh, mais putain, la baraque, elle fait combien de mètres de hauteur pour que tu puisses voir des immeubles en fond comme ça, tu sais? Enfin, Ah, ça c'est m'a l'un fait des un trucs peu- sur lesquels j'avais tiqué, je te ça l'avais m'a fait un peu dit, hein. tiquer, quoi. Mais je suis prêt encore une fois à acheter le concept. Et après, donc, ils redescendent par la cheminée. Ouais. Et ils finissent dans la cave, il me semble. Ouais, moi, il est dans la cave avec c'est pas des morts vivants, mais. Ouais, c'est Il y a ça. Oui, en fait. propriétaire qu'il met dans la cave avec les autres. C'est ça, ouais, le propriétaire le met dans la cave avec les autres. Et donc, on découvre enfin, j'ai envie de dire, de plus près, People Under the Stairs, hein, tous ces gens qui sont enfermés dans la cave. Et donc, ça nous donne droit à une petite séquence où, enfin, voilà, où les maquilleurs s'en sont donnés à cœur joie. Mais pour moi, c'est pas la scène de bravoure du film. Enfin, Non, complètement pas. Il y a un faux squelette c'est pas- dans cette cave qui ouais, est le faux squelette. insupportable, hein. Ouais. Ça, c'est insupportable, hein. Non, mais C'est franchement, ouf. je me suis dit, putain, on est dans les années 90 quand même, les gars. Votre faux squelette, là, cherchez à Pickwick, s'il vous plaît. Non, merci, quoi. Le maquillage est plutôt cool, des gars. Ils Non. ont tous un design. Ouais, ils font peur. Le personnage qui est censé être qui Oui, ressemble au le cheveu long leader, blond, ouais. lui peut-être un peu moins, mais sinon les autres j'aime bien. Il y en a un qui a un masque, on dirait un masque en cuir, donc Ouais, masque celui-là, il est attention, cool. Celui, il est cool. Celui-là, il est cool. Et donc ces personnages vont à un moment donné, alors pas tout de suite, parce que du coup il y a un montage alterné entre Ouais. Alice et la mère qui se tentent de se bastonner. Ouais. Là, ça sonne, dehors.
Et là, t'as tout le ghetto qui a débarqué Alors, pas pendant tout le de suite. film. C'est ça qui est ouf, c'est que t'as d'abord 2 personnages qui viennent pour se plaindre. Ouais. La mère, elle arrive, elle dit mais moi, vous me parlez de tout le ghetto, mais moi tout ce que je vois, c'est une bande de. Tu sais, au moment où elle va dire le mot, du coup là, t'as toute la communauté qui débarque. Et je trouve ça incroyable que c'est là où Wes Craven a dû bien s'éclater à tourner cette scène. C'est que là, il fait vraiment, il fait participer toute cette communauté et ça lui donne de l'importance. Et tu sais qu'à partir de là, il n'est plus question d'échappatoire ou quoi que ce soit, qu'ils vont devoir forcément payer pour leurs crimes. Enfin, ils ont été pris en flag par non pas 2 personnes, mais toute la communauté, quoi, qui vont attendre jusqu'à ce qu'il y ait des réparations. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'à un moment donné, c'est plus le combat d'un seul gamin, c'est le combat de toute une communauté tout autour de la maison, quoi. Trop bien. Et donc du coup on découvre finalement dans la cave la réserve d'or, de billets, pièces d'or, tout ça. Et donc tu te dis putain, mais ils ont ramassé combien de pognon sur le dos des gens. Sur le dos des gens. Et il y a un truc que je kiffe dans cette pièce, c'est qu'il y a une espèce de... je sais pas si t'as grillé, mais à la toute fin, quand le père essaye de chercher Fool, qui lui dit tu t'amuses à compter les billets, je l'ai fait moi aussi avant. Là, il y a une pièce qui est derrière où on dirait genre des expériences ratées, on dirait un vieux laboratoire, un truc comme ça derrière. Vu, et moi, je trouve ça énorme parce que on va pas s'approcher plus que ça. Mais pourtant, c'est là, tu vois. Donc tu peux encore faire travailler ton imaginaire et te dire mais c'est quoi ces dégénérés qui ont fait des expériences sur des gens ou quoi, enfin c'est fou, quoi. Ce qui renvoie un peu aussi à la scène de cannibalisme qu'il y a précédemment, quand le père bouffe un cadavre qui désosse. Je crois que c'est le personnage de Vingrams, justement, qui se fait pendre par les pieds et puis il ouvre les viscères et tout. Oui, horrible. Et il en donne une partie. Ça, c'est la scène la plus dégueu du film. C'est une scène horrible. Mais c'est qu'il le jette après, parce que cette fosse, elle est dégueulasse. Il le jette dans la fosse. Ah, cette fosse, elle est dégueulasse. Mais c'est fou parce qu'il prend un bout de viande, il le balance aux gens qui sont. Enfin. Ouais. Il vise bien parce qu'il y a ça entre les barreaux. Et franchement, il vise bien. Il fait ça depuis des années. Il est trop fort au lancer de viande, balèze. Mais il en mange un peu. Et c'est ça que j'ai adoré dans l'idée. Ah ouais, c'est crado. C'est qu'à chaque fois, les personnages, mais on va encore repousser plus loin les limites avec ces persos, quoi. Ils ont vraiment... Enfin, il y a tout, quoi. Il y a du racisme, il y a de l'inceste, il y a de la consanguinité, il y a du cannibalisme, il y a de la folie. Il y a tout ça dans 2 personnes, quoi. C'est un truc de dingue. C'est malsain, ces gens. Alors, avant que Thibaut s'endorme, on va très vite arriver à la fin. Ah non, mais je bois tes paroles sur ce film. Écoute, j'espère que ça donnera envie, en tout cas, un second visionnage. C'est toujours agréable. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein d'éléments. En plein jour. Non, mais en vrai... Il y a plein de trucs à y voir. Je peux pas nier. Il y a des trucs sympas. J'ai des réserves. Mais oui, pareil. Moi, il y a 2-3 punchlines que j'aime pas trop. Mais c'est vrai que je me suis pas ennuyé pendant le film. La fin me fait marrer un peu, tu vois. La fin, bon, ça se termine en happy end, tu vois, où complètement tous les mecs sortent dehors. Et avant ça, t'as Fool qui dit au chef, ouais, tu vas pouvoir sortir. Et dehors, c'est le soleil, c'est les filles, tu sais. Enfin, tu vois la gueule de l'autre. C'est vrai. Il y a des filles dehors. C'est n'importe quoi. Quand tout le monde fait la fête et tout, ceux qui sont dans la cave, ils se barrent un peu en scred. Genre ils se barrent de la fête, tu vois, sortir du champ en mode pas la fête avec vous. Ouais, c'est ça. Non, c'est ce que j'aime bien. Il y a un truc quand même que je trouve ça. Bon, alors vite fait, on revient tout petit peu avant. Fool arrive, se rend compte qu'en fait il y a de la dynamite dans la même pièce où les billets sont entreposés, et donc c'est comme ça qu'il va buter le père, en fait. Il le menace et le père l'écoute pas, et donc il va finir propulsé. Toute la baraque explose, mais toute la baraque explose avec les billets aussi. Ça, je trouve ça c'est de la très bonne symbolique, quoi. La baraque qui recrache tous ses billets, en fait. Et donc en fait on imagine que tout ça ça va être récupéré par les gens qui vont enfin récupérer leur dû, et donc il y a un truc que je trouve cool, moi, c'est que ces gonzes là, quand ils sortent de la cave, il y a le chef. Moi j'aime bien, c'est l'air qu'il a quand il voit l'extérieur pour la première fois, en fait.
sais, il est vraiment la tête enfin, il regarde le ciel et rien d'autre, tu vois. Il fait même pas gaffe aux gens qu'il y a autour, il regarde vraiment le ciel et t'as comme une sensation de liberté retrouvée. J'ai trouvé ça cool. Mais enfin voilà, j'ai malgré tout une réserve sur cette séquence, c'est que il y a un contraste qui est trop fort entre le début du film qui t'annonce un truc vraiment horrifique et la fin où tu finis sur un truc feel good quelque part où les gars sont libérés. Chelou, parce qu'il y a quand même son oncle est mort, sa mère est malade. Ouais, bon, c'est ça. C'est pas non plus la fête, quoi. Enfin, tu leur imagines mal une vie après cette scène, quoi. Tu dis, mais comment ça va finir? De toute façon, vu qu'ils ont tous des billets, l'inflation, c'est toujours la merde, en fait. Donc, rien de résolu dans ce film, je pense. Voilà. On a fait le tour de. On a bien fait le tour. Et c'était bien sympa. Hein. Bah ouais, non, en vrai, jetez un coup d'œil si vous aimez les films d'horreur un peu comédie-horrifique. Oh, comédie, je dirais pas. Non, bah un film d'horreur qui est quand même c'est plus léger que. Enfin, ouais. Voilà quoi. Bah après, donc, c'est clair. Faut toujours Wes Craven. Il y a un peu de second degré, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais il y en a toujours eu dans les films de Wes Craven. Alors pour vous la faire courte, 1972, son premier film, donc La Dernière Maison sur la Gauche. Ensuite, La Colline à des Yeux en 77. Donc ces deux films ont eu droit à un remake dans les années 2000 et 2010. Si je dis pas de conneries. Notamment, le meilleur des deux, c'est le remake de La Colline des Yeux par Alexandre Aja, qui vraiment est mieux que l'original. Donc Wes Craven en a fait deux. Il a également fait La Créature du Marais en 82, un film que je n'ai pas vu. L'Emprise des Ténèbres, par contre, que j'ai vu avec Bill Pullman en 88, qui pour le coup est vraiment cool. Ça je vous invite à le voir, c'est cool parce que t'es partagé entre horreur ou c'est un truc sur le vaudou où on comprend pas pourquoi des gens arrivent à revenir à la vie alors qu'ils sont enterrés. Et en fait, tu découvres par la suite que c'est par rapport à un produit qu'on leur a injecté qui leur permettait d'être dans le coma pour se réveiller ensuite. Mais le film, en fait, il te dit pas à un moment donné c'est plus horreur, regarde, en fait, c'est comme ça. Tu sais. En fait, le film il est à cheval entre tu te questionnes en fait, t'as des doutes malgré tout, même si tu sais comment ça se passe, t'as des doutes sur ces gens qui se réveillent. Alors ensuite, du coup, c'est là qu'arrive Le Sous-sol de la peur et juste avant Shocker. Toujours pas vu ça. Donc ces deux films ont été produits en fait par Alive. Alive, c'est une boîte de prod qui a également produit deux films de John Carpenter. Alive, tu veux dire dans le Nord-Pas-de-Calais J'étais obligé de la faire. Non, c'est une boîte de prod qui s'appelle Alive, qui a pas duré très longtemps. D'ailleurs, j'ai eu du mal à me renseigner sur cette boîte de prod, qui donc à un moment donné, si j'ai bien compris, a décidé de prendre un virage à 180 pour produire des films d'horreur. Donc ils ont demandé à Wes Craven d'en faire deux. Donc Shocker, ça a été le premier, et Le Sous-sol de la peur, c'est le deuxième. Carpenter a fait Invasion Los Angeles et Prince des Ténèbres pour cette boîte de prod. Voilà. Ensuite, j'ai oublié d'en préciser un, mais de dingue. Oh, il a oublié. Ouais, oui, c'est Les Griffes de la Nuit en 84. Le Freddy, que vous connaissez tous, vous n'avez jamais vu, bien sûr. Voilà, reconnu pour ce film, évidemment. Il reviendra avec une suite, donc le numéro 7 de Freddy en 94. Ensuite, Un Vampire à Brooklyn en 95. Et je termine par, même s'il y en a eu d'autres au travers des années qu'on suivit, mais on retient forcément la saga Scream. Il en a réalisé 4. Et maintenant, il doit bien se retourner dans sa tombe. Je pense. Au vu des deux derniers, là. J'ai pas vu. Il paraît que le dernier est très bien. Oh, j'ai arrêté. Moi, j'ai arrêté. Il paraît que le dernier est très bien. Je donnerai pas. Un jour, je les regarderai tous et je vous donnerai mon avis. Donc, quand tu vois un peu le cinéma du bonhomme, tu te rends compte qu'il y a toujours un fond philosophique derrière. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais ça a été un prof de philosophie et de littérature, Wes Craven. Et j'aime bien, alors pas pour tous ses films, hein, mais des fois, il y a des thèmes qu'il va aborder dans ses films que je trouve vachement intéressants. Et Scream, je trouve ça cool pour le méta, en fait. Scream, c'est un film qui te parle de cinéma d'horreur. C'est un film qui sait qu'il est dans un cinéma, qui fait partie du cinéma d'horreur. Tous les personnages sont des archétypes et ont conscience qu'ils sont dans un film d'horreur. C'est ça que je trouve cool dans... Ouais, c'est ça, mais elle vient là de l'humour, tu vois. C'est de l'humour méta qu'on a actuellement à toutes les sauces, en fait. Qui donc a été fait avant, et même avant Scream, tu as eu du coup le Freddy sort de la nuit, qui est numéro 7, et qui est déjà méta. En fait, c'est Freddy, mais dans le monde réel.
C'est-à-dire que dans ce dernier Freddy, Ah oui, il a conscience qu'il est dans un film et que machin. t'as genre Wes Craven qui est dans le film et qui joue son propre rôle. D'accord, putain. L'actrice qui joue dans le premier Freddy revient dans le set et elle joue son propre rôle. le morceau. Enfin, t'es dans C'est du bien. méta. C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est. Tu veux aucun Freddy, aucun C'est Scream. pas- Alors le Freddy, franchement, ils sont tous à voir au moins une fois. Et Genre les 6. ouais, parce que non, les 7, il y en a 7. Enfin, il y en a Ouais, mais le 6e, tu de viens la de dire franchise. que Oui, non, mais c'est quand même à voir parce que il y a toujours un univers qui est là. Moi, j'aime bien, c'est à chaque fois, c'est comme les aliens, tu vois, c'est des réalisateurs différents, Mhm. donc c'est une patte différente à chaque fois. Et ce qui est fou, c'est que ils ont réussi à chaque fois à coucher du meilleur en très peu de temps. Parce que, Ok. à savoir, les Freddy, c'était du petit budget et qu'il fallait tourner très très vite. Et donc, à chaque fois, il fallait chercher les réalisateurs capables de tourner des films comme ça avec un budget limité et un temps limité surtout. Et pour la plupart, la plupart des films, ça donne droit à des scènes qui sont mais trop bien. Il y a vraiment des designs qui sont ouf. Et tu te dis, mais comment ils ont réussi à tourner ça en si peu de temps, quoi. Enfin, plastiquement, il n'y a pas un film qui est égal à l'autre. Ils ont chacun leur univers, en fait. Et c'est ça qui est cool. Parce que quand tu as vu les 7, tu as une vision d'ensemble de la saga Freddy, qui est bien mieux que la saga Halloween, par exemple, ou la saga des Jason, Vendredi 13. Là. Freddy, pour moi, c'est celle qui est au-dessus du lot, même si les films sont inégaux. Mais en matière de production et de design, c'est vraiment vraiment les meilleurs, quoi. Voilà. Ok. Donc voilà pour moi. T'es bon sur Wes Craven? Bah oui, Bah, à peu merci. près, hein, mais on pourra en parler. C'était des heures, c'était mais- intéressant. C'était énervé. Intéressant. J'aime t'écouter parler. Tu devrais faire une émission, je sais pas, sur YouTube. Pierrot vous présente son mensuelle, film. Qui commence par un T. qui finit par un re-podcast. Un re-podcast. Nous on enchaîne. T'as ramené un autre petit film dans ton. Enfin, je l'ai ramené. J'ai ramené ma box. Tu l'as suggéré. Parce qu'il est sur Netflix. C'est un film sur Netflix qui est sorti, je crois, en 2023. Ah, mais c'est un film sur Netflix. Ouais, et Ok, ça c'est pour ça s'appelle- que je le trouvais pas. Ça Ok. s'appelle Adagio. Et on envoie une bande annonce si on l'a. Maintenant. On l'a, trop magnifique. Sì, d'accordo l'incontro. Un'emozione che ti scoppia dentro. Adagio, du coup, réalisé par Stefano Sollima. Le pitch, on a donc Manuel, un jeune homme qui subit un chantage de policiers véreux. Ne pouvant trouver de l'aide auprès de son père Daytona, qui est atteint de démence, il se tourne vers Paul Newman, un ami aveugle de celui-ci. Et après, il est embourbé dans toute une truc un peu mafieux, hein, je peux dire comme ça. C'est un thriller, un policier, Film noir. film noir. Comme film noir. J'ai bien aimé. Il y a une vraie ambiance. Les acteurs, ils ont tous une tête enfin, un physique, je trouve, qui marque et qui ancre vachement bien leur rôle. Surtout, j'ai pas le nom, celui qui a un cancer, Pier Francesco Favino. sûrement. On a vu dans Romanzo Criminal. Si vous l'avez pas vu, ça c'est à voir. Et ce qui est trop bien pour moi dans le film, c'est, en plus on en parle un peu souvent, toi sur ce que t'aimes bien aussi je pense, c'est que au début l'histoire tu sais rien, Ouais. et plus tu t'entends, plus t'as les dialogues, plus t'as les situations, Mhm. tu refais tout dans ta tête, les fils entre les personnages, C'est ça. et tu reconstruis. D'ailleurs le fait qu'il a un cancer c'est un peu un spoil, donc pardon, mais c'est pas très important mais quand même. Et surtout, il y a le feu, Il y a le feu. il Ça, y a le c'est feu incroyable. au fond de la ville, À chaque fois, on a un plan large avec ouais. le feu qui il y a prend le feu, il y a des blackouts, mais de plus en plus d'ampleur, quoi. Mais ça a pas l'air d'être si important que ça. On dirait que c'est la fin du monde, mais tout le monde s'en fout. Et du coup, ça met une tension au film, parce que tu te dis, bah attends, à un moment, il va avoir le problème avec le feu, et en fait, quasiment jamais. Voilà. C'est plus comme une symbolique pour moi, en fait, Ouais. le feu. Ouais. Parle-moi de ta lecture du film. Ouais, ça va pas être très long, hein, parce que en fait, ce film, je l'ai vu il y a à peu près 2 semaines.
Et je sais, enfin, je veux le revoir, quoi, parce que j'ai adoré mon premier visionnage. Il m'a un peu déstabilisé la première fois. Côté plastique, donc comme tu dis, il y a cette ville en feu, mais pour moi, c'est un peu comme la ville qui est condamnée par tous ses péchés, en fait, quelque part. Parce qu'en fait, on imagine qu'elle a été tenue par une ancienne mafia Ça se passe à Rome. et maintenant, la nouvelle mafia, si j'ai bien compris, c'est les flics. Enfin, en tout Ouais, cas, c'est des c'est flics sûr, qui essayent de se prendre pour la mafia. Mais les vieux de la vieille sont là pour leur dire non, non, on est toujours là, mon gars, tu vois. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça super cool. Et donc, ouais, il y a ces fameuses coupures que je trouve utilisées toujours à bon escient. Je trouve ça vraiment trop bien. Ça redonne de la dynamique au film à chaque fois. Et alors, sans faire de mauvais jeu de mots, mais c'est d'une certaine noirceur, en fait, cette ville complètement éteinte, en fait. Ouais. Enfin, ouais, voilà ma lecture pour le moment. Et il faut que je le revoie. Il faut que je le revoie. Et en fait, c'est parce qu'il y a au début, le personnage principal, ça a l'air d'être donc Manuel, qui est l'ado qui est en galère, mais en fait, Ouais. bah pas tant que ça. Enfin, Pas c'est le trop. personnage principal, mais il y a autant de temps d'écran que les autres, tu vois. Ouais. Je suis un peu l'histoire de tout le monde. Pour moi, c'est celui qui a un cancer qui. Bah ouais, quasiment. Ouais. C'est plus C'est lui, ouais. sa rédemption à lui que tu essayes de C'est ça. comprendre. Ouais. Tu comprends que, bon là, on va du coup un peu hard spoil. Il y a son fils du coup qui est mort à cause du père de Manuel. Ouais. Et lui, sauf que lui, il s'en veut beaucoup pour ça. Sa femme, elle le déteste. Sauf que on a l'impression qu'il y peut rien. Il en veut du coup à Manuel à cause de son père, mais en fait, il l'aide quand même à la fin. Il l'emmène Ouais. à La la rédemption. gare et tout. Et donc ce personnage, ouais, je trouve la plus belle histoire, c'est la sienne. Et Moi, j'ai trouvé l'acteur incroyable. ouais. Incroyable dans le rôle. Vraiment, il me vend le film. À un moment, c'est marrant, tu sais, il met le casque de l'ado. Oui. Et genre, c'est un moment dramatique où rien qui va et tout. Ah oui. Tu sais, c'est Ils sont assis tous les grave. deux par terre. Le plus grave, c'est ce que t'écoutes dans ton casque. Ouais. Ce qui fait écouter sa musique, et ça m'a fait marrer. Victor, qu'est-ce que tu penses de Adagio Bah, je l'ai pas vu, mais ça me donne envie d'aller le voir. Ce que voilà. vous me racontez, parce que j'ai Voilà. pas tout compris dans le Bah, film. Là. en J'avoue, vous en avez Ouais, c'est parlé le but. un peu. C'est malheureusement un film qui a pas trop il y a pas une grosse sortie Ouais. sur Netflix. Ah, Il y a Netflix, en personne plus, qui a fait la donc, pub. Alors ils en ouais, parlent dans le Capture Mag, tu vois, Je mais pense pas qu'il y a un gros budget, ce bazar. Et ça vaut le coup, Parce du qu'il coup. nécessite de la thune, tu vois. ouais. Donc c'est un petit film, ouais. Ah, ça vaut le coup. Ah ouais, Ouais. vraiment ça vaut le coup. Si Ouais. t'aimes bien les thrillers, un peu ambiance, J'aime tout. Film hein. noir. J'aime rien à la fois. hein, donc, pas de comparaison. Non, il y a quand même quelques séquences qui sont cool. Enfin, le père du fiston qui est maintenu, qui est attaché à une chaise Ouais. là, entouré C'est de l'affiche d'ailleurs sur entouré de Netflix, ce qui est plastique. dommage. C'est l'affiche. C'est l'affiche Ouais, du quand tu film. cliques sur le rectangle, c'est cette image-là. et je trouve ça D'accord. dommage parce que. Bah ouais. Plus anecdotique, on la voit t'attends cette pas. scène-là, tu vois. Mais ouais, c'est un film qui il dure, je sais pas exactement combien de temps, mais tu subis 2 jamais le heures, film, un tu vois. truc. Il n'y a pas de longueur alors que, vas-y, il y a 4 acteurs dans une ville. Ouais. Il pourrait avoir des moments un peu longs, mais non, c'est très bien construit. En gros, si tu veux, ils envoient le fils. Ouais. T'as le fils qui est envoyé dans une boîte de nuit pour Filmer un mec. filmer un mec. Mhm. Et de là, il se rend compte que De là, ils se rendent compte que le petit, il a vu qu'il y avait des qu'il y caméras. a des caméras. Ouais, Et que du coup, il faudrait le retrouver pour lui dire de rien dire ou le tuer. ouais, c'est ça. Ouais. Sauf que le fils, en fait, son père, c'est un gros mafieux qui apparemment connaît du monde Ok. et voilà, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Donc, il y a des tensions qui se créent, des conflits qui arrivent. Et donc en fait, t'as un flic pourri qui va essayer de buter le gosse et de buter tout le monde, quoi. Tu vois, il va vouloir. Ouais. Et les finir. rapports de force, ils changent tout le temps, tu vois. Entre qui, Ouais, je vois. qui a Ok. le policier à la main, et en fait, tu te rends compte à un moment que en fait, il sait pas exactement ce qu'il fait parce que l'autre est plus fort, mais il savait pas, et ainsi de suite, parce que Ah, ça, c'est un tel cool, comme ça. un tel. Ok, bah j'irai voir. Écoutez, Yes. ça Un donne peu envie. brouillon, mais c'est cool en vrai. Moi, Ouais. j'ai bien aimé la fin du film avec La le fin, comme pas un passage de relais, mais ce fameux casque qui ensuite est donné Ouais. à Bah, à quelqu'un. Ouais, mais au- qu'on ouais. va peut-être pas dire pour C'est vrai, ceux qui l'ont pas pardon. vu. S'il vous plaît. Hein. Enfin, j'ai donné trouvé ça excellent. Ouais. Bah cool. Non, très sympa. Est-ce que vous avez mettre des petits recours en vrac là pour finir, vu qu'on a un peu de temps là, cette émission? Petit recours en vrac. Des petits trucs, des bouquins, des séries. Bah moi, il y a des films qui m'ont. J'ai eu des réminiscences de films pendant que on parlait du sous-sol de la peur. Ça m'a Ok. fait penser à plusieurs films. Les Goonies.
Non, parce que Parasite. non, je voulais. Ah ouais, parce que je disais en plaisantant, bah oui, Parasite, ça parle un peu de gens qui sont bloqués dans un sous-sol. Et oui, le film de Bong Joon-ho qui a gagné à Cannes, je ne sais quelle année maintenant, 2020, 19, peut-être, ouais, peut-être. Et bah finalement, on pourrait les mettre en corrélation les deux, je trouve, et ce serait pas mal. Parce que ça parle tous les deux d'une thématique sociale à travers un film qui n'est pas social. Sinon, ouais, dans le genre, je vais quelque part et il y a des trucs bizarres qui se baladent. Il y a le film Creep. Je sais pas si vous voyez le film Creep de 2004. Vu au cinéma. Ah, mais ça, quand mon frère il m'a apporté le DVD, on l'avait regardé à un nouvel an et je me rappelle qu'on a eu peur. Attendez, je vous donne les infos de savoir qui c'est. Il me semble que c'est Christopher Smith qui a fait le C'est film. Non, tu te trompes, c'est Christopher Smith qui a fait le film. Bah oui. Ah ouais, je sais. Petite vanne, mais ça n'a pas marché. Et c'est en 2005 et ouais, et c'est très bien. Ça se passe dans le métro. Il y a c'est une femme qui se retrouve à prendre le dernier transport et en fait, bah il y a pas de dernier transport. Bon, bah, du coup, elle essaye de se barrer du métro, mais les portes du métro sont fermées. Ouais. Et du coup, elle se dit mince. Tiens, qu'est-ce que je vais faire? Et là, il y a un métro qui passe, du coup, elle décide de le prendre quand même. Et peut-être qu'elle aurait pas dû le prendre. Et voilà, je vous arrête là. Il y a une créature que je trouve, une course-poursuite qui se fait, qui est trop bien. Moi, j'ai des frissons encore. Je trouve ce film super bien fait, avec tout un univers de... Ils font quoi, les gens dans le métro la nuit? C'est un film que tu verras probablement. Non, tu verras jamais. C'est impossible. Je pense pas que je vais regarder. Il y a un plan. Il fait flipper. Je suis sûr tu te fais dessus. Il y a un plan. C'est pas un plan quand il fait tout noir et à un moment donné, exact, on voit le visage du mec. Ouais, il y a ce plan-là. Je pense que tu meurs sur place. C'est mort, je fais pas ça. Mais c'est un super bon film, donc allez le voir. Je suppose s'il est distribué quelque part. Mais je repense à une scène de chirurgie là. Ouais, parce que son père a. Je sais plus comment il s'appelle. C'est très film d'horreur d'allumer la lumière. Ouais, mais qu'il y a quelqu'un qui. Mais celui-là, franchement, parce que moi je suis pas forcément très fan de films d'horreur, mais celui-là, Creep. De Christopher Smith, allez le voir, franchement, il vaut son pesant de cacahuètes. Et voyez d'ailleurs tous les films de Christopher Smith, c'est un réalisateur sous-estimé, il est vraiment trop bien ce mec. Aussi, du coup. Pierrot, t'as un petit truc? Waouh, comme ça, chaud. Attends, si t'en as un d'abord. Moi, alors, je passe du Coca Light, mais on est actuellement quand on tourne le 7 juin, et hier c'était l'anniversaire du débarquement, et ils ont passé Le Soldat Ryan au ciné. Et du coup, je suis parti le découvrir, je l'avais jamais vu, et j'étais curieux de le voir. Alors bon, je le recommande à des gens qui l'ont déjà vu, du coup, mais moi j'ai bien aimé surtout la scène d'intro. Putain, j'étais pendant une demi-heure, je me disais, bah, ça s'arrête quand? Parce que c'est horrible ce que je suis en train de voir, mais c'est super bien filmé. Et voilà, et je m'achète une petite larme à la fin et tout. C'est vrai, putain, mais tu pleures facilement, toi. Non, mais franchement, j'ai bien aimé ce film. Je sais pas ce qu'il vaut, mais en salle, j'ai kiffé. Non, mais t'as le droit de pleurer, c'est bien de pleurer, Thibaut, excuse-moi, je voulais pas dire. Ah, mais ça m'arrive, mais je voulais pas dire ça, excuse-moi, Thibaut. Du coup, justement, je me suis dit, ah, c'est marrant, je suis en train de briller là. Et t'as bien aimé le montage, les effets spéciaux pour faire vieillir Matt Damon en vieux là? Ce fondu est chelou. Ouais, le fondu est trop chelou. Mais c'est pas grave. Ouais, mais il arrive comme un cheveu sous la soupe. J'aime pas cette dernière séquence. Ah ouais, casse. Puis on finit sur. Elle est très Spielbergienne, quoi. Elle est très pas de et tout. C'est un peu trop. En fait, c'est un peu trop américain. C'était ma guerre. Parce que c'est un banger, tu vois. Mais c'est cool, mais vas-y, l'Amérique. Mais la scène du débarquement au début, elle a fait parler d'elle, quoi. Putain, ouais. Ça a été repris dans je sais plus quel jeu vidéo. Medal of Honor. Ouais, certainement. Il me semble, c'est ça, Medal of Honor. Ouais. Ouais. Si, parce que tu dis c'est une scène d'ouverture, mais elle dure et tu te dis, en fait, c'est tout le film que je vais voir des gens qui se font massacrer comme ça, avec du bruit et des tirs de. Ouais. Enfin, bref. De shotgun. J'aurais pas aimé y être. Voilà, ça c'est de la. Non, c'est personne. Hot take. Et personne. Ouais, non, vas-y, je vais rien dire. En attendant, t'as trouvé quelque chose? Ouais, je trouve un truc, encore un film d'horreur. Oh, vas-y. Bon, allez, merci d'avoir écouté cette émission. Non, mais si vous êtes fan comme moi de films d'horreur et que vous avez envie de creuser un petit peu plus, vous pouvez mater la série des Fantasmes de Don Coscarelli. Alors, il y en a eu 5, mais vraiment le premier, ça vaut le coup. C'est un petit film
un petit peu fauché, avec un montage un peu approximatif. Mais ce que j'aime vends bien, ouais, je le vends bien. Bon, c'est un peu esquinté, mais ouais, non, bah oui, bah c'est comme. Attends, on avait parlé de quoi? Le premier Mad Max, il est un peu comme ça. À la dernière mission. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais George Miller, il avait désavoué le premier Mad Max, il en était pas fier. Voilà. Ah ouais? Ouais, parce qu'il disait que ça manquait de dynamique et que c'était un premier film et que ça manquait de savoir-faire en fait. Ce qui est le cas donc du premier Fantasme, mais en fait ses défauts pour moi sont ses qualités aussi, parce que tu as l'impression de vivre un rêve en fait, un rêve éveillé pendant tout le métrage. C'est ça que j'ai trouvé cool. Et la musique, elle est là, vraiment, elle est omniprésente. Il y a un thème qui est récurrent, que j'adore, vraiment. Et il y a un personnage du Boogeyman qui est incarné par Angus Scrimm, qu'on baptise The Tollman. C'est un mec hyper grand qui s'occupe d'un mausolée, mais un peu chelou, le mec. On se demande s'il est humain ou pas, tu vois. Mais quand tu vois le mec, tu t'oublies pas sa gueule, quoi. Enfin, voilà. Donc, ma petite reco. Fantasme de Don Coscarelli. Eh ben on note, ça en fait des films d'horreur pour cette émission, je vais faire des cauchemars rien que d'en avoir parlé. Mettez-nous les vôtres en commentaire, votre film d'horreur préféré, votre top 1 qui vient comme ça direct, qui fait le plus peur ou le plus... Ah ouais, trop bien, faites ça. Plus réfléchir. Voilà, moi c'est aucun, évidemment. Moi c'est Pierre. On se laisse pour aujourd'hui, merci d'avoir été avec nous si vous êtes encore là, et nous on se retrouve la prochaine fois pour parler de... films dont on ne sait pas encore. Non, on verra. On verra. C'est des films de Chris Columbus. Peut-être. Je peux vous donner un indice. Ah ouais, trop RRR. bien. Hein? Non, je sais pas. Non, mais c'est parce que tu l'as pas vu aussi, toi. Mais j'ai rien vu, moi. Bah vas-y, à la prochaine fois, il faut qu'on refasse l'éducation cinématographique de... Ah, je l'ai eu. Ah bah ouais, tu l'avais pas. Bah je l'ai eu. Ouais, ok, d'accord. Elle est longue, tout trop. Là, je suis en train de faire un fondu au noir, tu vois, et la musique, elle monte. Ouais, et là on parle en fait comme ça, et en fait les gens sont déjà partis. Mais celui qui est encore là, il peut mettre Non, mais si, moi j'avais une dernière reco à vous faire. C'est un virement. Non, je rigole, c'est pas vrai, j'ai pas de reco. Allez, vous-en, bougez de vidéo. Merci. Là, regardez autre chose. Ciao. J'espère qu'il y aura le mot pastèque.